La guerre de la Russie en Ukraine a été un désastre après l'autre, mais ce qui s'est passé le 19 janvier pourrait bien être son mouvement le plus stupide à ce jour. Les forces de Poutine, désespérées pour une percée, ont élaboré un plan si ridicule qu'il ressemble à une mauvaise blague. Attaquer les défenses ukrainiennes à moto. Oui, vous avez bien entendu. Dans l'une des zones les plus fortement fortifiées du front, la Russie a envoyé 100 soldats à vélo, directement dans le feu des drones et de l'artillerie ukrainien. Le résultat, un massacre. Parmi tous les soldats de cette attaque bizarre, un seul a survécu. De justesse. Comment l'armée russe a-t-elle pu croire que c'était judicieux? Pourquoi Poutine persiste-t-il à envoyer ses troupes dans des missions suicidaires? Analysons cette erreur désastreuse et ce qu'elle dévoile sur l'effort de guerre russe qui s'effrite. La stratégie des motos misait sur la vitesse, l'agilité et l'effet de surprise. Indépendamment de l'état actuel du front du Donbass et des maigres progrès réalisés par la Russie au cours du mois dernier environ, les chiffres suggèrent que l'armée ukrainienne est probablement toujours en infériorité numérique et fait face à un déficit d'équipement pour couvrir l'ensemble du champ de bataille. Le renseignement militaire russe aurait pu croire que l'utilisation d'attaques rapides réparties sur une plus grande zone aurait pu amener les défenses ukrainiennes en l'atonie à devenir trop minces en un point particulier près de la ville de Siversk. On peut supposer que les troupes russes ont épuisé toutes les autres options pour entrer dans la ville, car les zones vallonnées environnantes signifiaient que toute force s'approchant de la ville serait visible par l'armée ukrainienne. Les précédentes tentatives d'utilisation de l'infanterie mécanisée n'ont pas été concluantes. Les soldats à pied se déplaceraient trop lentement sur le terrain accidenté autour de la ville. Les véhicules de soutien d'infanterie, les chars et autres gros véhicules ne pouvaient pas naviguer dans les collines tout en assurant un feu de couverture pour les troupes, et étaient beaucoup plus visibles pour les drones et les optiques longue portée conventionnelles. Les forces russes ont donc élaboré un plan complètement différent. En éliminant l'armure lourde, comme les motos citées précédemment, ils espéraient que les soldats pourraient couvrir assez de terrain à temps pour donner à l'Ukraine trop de cibles viables à choisir. Submergées par des troupes se déplaçant rapidement, les forces ukrainiennes auraient pu éliminer la plupart des attaquants, mais elles auraient été contraintes de faire venir des troupes d'ailleurs pour le faire, ouvrant ainsi une opportunité pour une attaque là-bas. De plus, les motos ont un autre avantage, la vitesse pure. Les drones les plus utilisés par l'Ukraine pour créer des zones de tuerie sont des drones commerciaux de portée et de vitesse moyenne, réaménagés avec des porte-mines, des porte-munitions ou des caméras avancées. Ces drones à vue à la première personne ont généralement des vitesses inférieures à 80 km/h. Bien que la plupart des drones d'Ukrainiens utilisés pour ces opérations soient relativement lents comparés aux motos, l'idée d'utiliser des véhicules légers et rapides pour les dépasser a du mérite. La présomption que la vitesse et la manœuvrabilité étaient insuffisantes est en partie soutenue par le fait que la Russie maintient toujours une opération logistique relativement saine dans la région. L'armée pourrait déployer rapidement des soldats dans la région, créant un flux apparemment interminable de troupes, tentant de briser ou du moins d'épuiser la défense ukrainienne. Cependant, ce plan a rencontré plusieurs problèmes dès le départ. Premièrement, il n'est pas clair combien d'informations le renseignement militaire russe a sur l'équipement réel et les capacités des troupes ukrainiennes stationnées autour de la ville. L'ancien colonel général Gennady Anashkin a été renvoyé de l'armée pour avoir falsifié l'ampleur des pertes russes et exagéré leur progrès sur le front. Il est probable que les rapports de terrain de la zone sous la responsabilité d'Anashkin étaient aussi inexacts. Cela pourrait signifier que les forces russes se lançaient essentiellement dans l'action partiellement aveugle ou avec une sous-estimation grossière du nombre exact de troupes et de drones qui les attendaient sur la ligne de défense autour de la ville. Cela pourrait expliquer, ou au moins tenter d'expliquer, pourquoi la Russie n'a déployé que 100 soldats le 19 janvier. Malgré tout, cela resterait l'une des plus grandes offensives individuelles pour le territoire de la guerre. Quoi qu'il en soit, la Russie a constamment eu un avantage numérique, notamment en termes de blindés, d'artillerie et d'aviation. Malgré l'efficacité réduite des forces aériennes et de l'artillerie russe, les chars et les véhicules de soutien d'infanterie restent les moyens par lesquels la Russie pourrait obtenir un avantage. Abandonner cela pour des motos et d'autres véhicules à peine blindés semble contre-productif. Fait intéressant, ce n'est pas la première fois que la Russie utilise des motos à cette fin. Les opérations précédentes, avec des véhicules mobiles, ont eu lieu principalement en 2024, où un rapport de mai suggérait une stratégie similaire. À l'époque, la situation était probablement pire, car les véhicules utilisés n'étaient pas des motos avec soutien d'infanterie ou des véhicules légèrement blindés, mais des chariots de golf modifiés et des buggy. Malgré des spécifications similaires aux motos, comme une vitesse plus élevée, une meilleure manœuvrabilité sur terrain accidenté et la capacité de transporter plus de soldats, les buggy de Dune souffrent également d'un manque d'armure.
Le toit ouvert du buggy le rend relativement facile à utiliser des drones porteurs de mines pour anéantir tout le convoi de véhicules. L'insuffisance d'armure explique probablement pourquoi les tentatives précédentes n'ont que légèrement mieux réussi que celle-ci, mais ont toujours abouti à une défaite totale. Une tactique similaire a aussi été employée durant l'été 2024, lors de l'offensive à Kharkiv. Dans cet effort, les soldats utilisaient d'abord des motos pour une partie du trajet, puis continuaient à pied ou avec des véhicules de soutien d'infanterie. Vous connaissez déjà l'issue de cette tentative. L'offensive estivale a été un échec colossal, avec environ 70 000 pertes russes en 2 mois de combat. Pire encore, la campagne estivale a effectivement utilisé des véhicules blindés aux côtés de vélos, ce qui a théoriquement amélioré les défenses globales et la survie. Mais cette opération n'était pas différente. La Russie espérait que les motos seraient assez rapides et nombreuses pour faire une différence, mais les drones ukrainiens les ont repérées dès le démarrage de leur moteur. Les images ont révélé que malgré l'utilisation par la Russie de véhicules de soutien d'infanterie, notamment des véhicules de combat d'infanterie, ceux-ci ont été rapidement détruits par des drones avant que les motos ne puissent progresser sur le front actuel. Après cela, les drones pouvaient éliminer les soldats un par un. Le manque apparent de planification a eu des conséquences quand les soldats russes ont paniqué. La panique causée par les drones et l'artillerie a mené à des manœuvres erratiques des soldats, provoquant de nombreux décès rapides dus à leur gêne mutuelle. Pour aggraver la situation, les forces ukrainiennes de contre-drones ont désactivé les drones russes censés fournir un soutien et une diversion, privant la Russie de cet avantage tactique. Cette combinaison des Russes, découverts beaucoup plus rapidement que prévu, sans option de soutien, et dans des véhicules qui ne fournissent pratiquement aucune défense contre les tirs ou les drones, signifie qu'il n'y avait vraiment pas d'autre résultat attendu de tout ce fiasco. D'une certaine manière, il est surprenant qu'un soldat ait réussi à survivre, bien qu'il ait été capturé par l'armée ukrainienne plutôt que tous simplement tués au combat. Alors, avec les précédents cas de guerre à moto qui ont fermement enterré les troupes russes à 6 pieds sous terre, pourquoi l'armée a-t-elle décidé de refaire ce mouvement ? Eh bien, en dehors d'un manque d'informations, il se pourrait que l'armée russe soit désespérée de remporter une victoire dans la région, ce qui pourrait découler de plusieurs facteurs différents. Militairement, la progression russe a été plus lente que ce que Poutine espérait, surtout vu les pertes colossales subies l'année précédente. Malgré la prise de contrôle de vastes étendues, par l'offensive fin 2024, l'Ukraine a conservé un certain contrôle sur la région russe de Koursk et lancé des offensives sur les régions voisines. L'Ukraine, d'abord sur la défensive pendant 2 ans et demi de guerre, a réussi à monter une offensive surprenant l'armée russe. La Russie a dû détourner des troupes pour repousser l'invasion, mais ce mouvement est arrivé trop tard pour être efficace, la contre-offensive ayant débuté 1 mois après l'arrivée des soldats ukrainiens à Koursk. En conséquence, l'Ukraine avait pratiquement carte blanche sur Kursk, rencontrant une résistance minimale de recrues inexpérimentés et mal équipés. L'invasion de Koursk a mené à d'autres échecs, notamment l'envoi par la Corée du Nord de ses troupes à Koursk qui ont mal performé, sans surprise. Cela a encore nui à la réputation de la Russie et son armée a dû mobiliser d'importantes ressources pour tenter de reprendre Koursk malgré tout. Malgré sa supériorité numérique, la Russie n'a pas réussi à mener une guerre sur plusieurs fronts. L'utilisation désespérée de motos comme chair à canon suggère que le but était de distraire les forces ukrainiennes. Vu l'échec cuisant de l'action, on peut affirmer que le plan a dérapé à un moment donné. La Russie dépend politiquement de l'illusion d'un progrès et d'une domination sur l'Ukraine pour ses alliances internationales et sa population. Tout au long de la guerre, le Kremlin a principalement justifié l'opération militaire spéciale en Ukraine, affirmant que la Russie était destinée à l'emporter. Cela vient non seulement de la croyance que la Russie a une armée supérieure, qu'elle aurait pu avoir au début et gaspiller, mais aussi qu'elle a un impératif moral et une position élevée pour forcer l'Ukraine à rejoindre politiquement et culturellement la Russie. Avec chaque mois qui passe de la guerre, l'illusion et la propagande que le Kremlin propage depuis le premier jour deviennent de plus en plus minces. Bien que les grands centres de population soient éloignés des combats, la Russie ne peut recruter qu'un nombre limité de personnes en dehors de ces zones. Finalement, les grandes villes commenceront à voir des campagnes de recrutement plus importantes, ce qui remettrait en question ce que l'armée a accompli pendant les 3 années de guerre maintenant. Cela mène à des scénarios et rapports complexes où même la capture de villages ou petites villes est vue comme une réussite par la Russie. Imaginez si le pari de la Russie avait réussi. Annoncer que les forces russes ont capturé une ville avec des soldats à moto aurait probablement donné à la population russe un regain de morale significatif, impliquant que les Ukrainiens ne pouvaient même pas gérer les soldats russes sans véhicules blindés modernes. Ce plan aurait été acclamé comme l'un des plus ingénieux de la guerre,
permettant à l'armée de surfer sur une vague de popularité pendant des mois. Stratégiquement, la Russie dispose également du meilleur réseau logistique dans le Donbass, dans les régions proches de la ville de Siversk. Cela permet aux renseignements militaires russes de ne pas considérer cet acte comme un acte désespéré, car les troupes pourraient être déployées assez rapidement dans la région. Pour l'armée russe, cela aurait pu être un pari calculé basé sur les gains militaires et politiques potentiels évoqués précédemment. Cependant, l'avantage logistique discutable que la Russie a dans la région devient de plus en plus petit. Cela est dû au fait que l'Ukraine utilise des systèmes de drones plus avancés que jamais, dont nous discuterons plus tard, mais aussi quelque peu contradictoires en raison des progrès réalisés par les forces russes ailleurs. Si l'armée russe sécurise et occupe un territoire, c'est probablement au prix de centaines de soldats morts, qui seront vite remplacés par des renforts. Toutefois, la Russie doit faire preuve de prudence, car une expansion excessive de ses forces et la capture d'une ville pourrait entraîner un élargissement du front qu'elle n'est pas en mesure de gérer actuellement. Il faut aussi mentionner que l'Ukraine utilise de plus en plus des frappes à longue portée ces derniers mois. Cela résulte des drones kamikazes, de l'agipénose à longue portée développés par le pays, ainsi que de l'approbation des États-Unis et de l'OTAN, leur permettant d'utiliser certaines armes offertes sur le territoire russe. Ces frappes sont menées sur des centres de fabrication, industriels, de stockage et logistiques vitaux dans les régions entourant l'Ukraine. Ils ont permis à l'Ukraine de stopper des avancées russes en détruisant routes et ponts, retournant l'infrastructure russe contre elle. Cependant, les récentes avancées de l'Ukraine dans la guerre des drones expliquent en grande partie les difficultés de la Russie à progresser dans le pays. Au début de la guerre en Ukraine, les drones étaient principalement utilisés pour la surveillance et les frappes de précision. Mais leur rôle a évolué depuis. Un drone survolerait les cibles, puis lancerait une seule charge explosive pour la détruire. L'ampleur de la guerre a changé l'équation en faveur des nombres, conduisant à la fois la Russie et l'Ukraine à rétrofiter des drones commerciaux pour la surveillance ou des frappes à usage unique. Les drones commerciaux en question se sont révélés mortels, malgré leur apparence ou leur son qui pouvaient sembler ridicules dans les rapports. Cependant, les premiers drones ont rencontré plusieurs obstacles, la portée et la vitesse étant des goulets d'étranglement dans leur déploiement. Les drones commerciaux traditionnels ont une portée et une vitesse limitées par rapport aux véhicules terrestres, en raison de leur dépendance au centre de contrôle qui fournit les instructions. Malgré leur rapidité supérieure aux humains à pied, probablement la raison pour laquelle ils étaient craints par l'infanterie ukrainienne et russe, ils devaient surprendre les véhicules ou larguer des mines et grenades d'en haut pour éviter détection et contre-mesures. Mais l'Ukraine a aussi développé des dizaines de modèles de drones militaires. Malgré le mélange des designs, limités par les contraintes de la création d'appareils volants, les nouveaux drones se distinguent des drones commerciaux, réaménagés par leur vitesse et leur portée exceptionnelle. Les drones à longue portée peuvent avoir une portée de plusieurs centaines de miles, atteignant des cibles à l'intérieur du territoire russe grâce au système de guidage Global Positioning System et à la télécommande autonome. De même, les drones First Person View sont devenus plus rapides et plus performants. L'atelier de drone Wild Hornets a publié une vidéo et un rapport sur un drone quadricoptère capable d'atteindre des vitesses d'environ 200 miles par heure, surpassant les véhicules militaires, et même la plupart des voitures et des motos. Bien que les Wild Hornets ne soient pas encore déployés au combat, d'autres drones peuvent déjà dépasser les 160 km par heure. Pour l'instant, aucun véhicule terrestre ne peut dépasser un drone en vitesse, protéger efficacement les soldats si un drone les rattrape, ou offrir assez de transport et de manœuvrabilité pour que le soldat qui l'opère soit plus qu'un simple conducteur armé. La prochaine étape de la Russie est difficile à prédire. Le fait que l'armée ait tenté de traverser un front de bataille actif avec des motos montre des niveaux dangereux d'improvisation et de prise de risque. Généralement, cela réjouirait les Ukrainiens, car des mesures désespérées impliqueraient que la Russie a épuisé les stratégies efficaces. Cependant, depuis le début de la guerre, Poutine a menacé d'utiliser des armes nucléaires et des missiles balistiques pouvant transporter des charges nucléaires. Fin 2024, la Russie a réellement lancé un missile à longue portée qui était théoriquement capable d'atteindre jusqu'en Amérique du Nord, tout cela dans une tentative de marquer quelques points pour l'armée. Si la Russie continue de perdre, en particulier à cause de plans mal conçus, il est impossible de prédire comment cela pourrait influencer les décisions de Poutine. Poutine pourrait croire que l'OTAN ne réagira pas si la Russie utilise une bombe nucléaire contre l'Ukraine, étant donné le prétendu terrain moral élevé sur lequel le Kremlin concentre sa propagande. Si cela se produit, la guerre pourrait être remplacée par une guerre nucléaire, mettant en danger non seulement la Russie et l'Ukraine, mais le monde entier. Bien sûr, il est également possible que l'OTAN considère les efforts déployés par la Russie au cours du dernier mois comme finalement vains, et redouble d'efforts pour armer l'Ukraine grâce à des dons d'armes avancées, mettant au défi la menace de Poutine d'utiliser des armes nucléaires.
Si des drones ou des missiles à longue portée s'approchent de Moscou, cela inverserait la rhétorique sur laquelle la guerre a été construite. Cela pourrait amener Poutine à perdre le soutien intérieur et apporter un changement significatif à la direction du pays. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. L'Ukraine devrait se réjouir de ces plans désespérés de la Russie, qui gaspille ainsi des ressources précieuses pour des gains quasi nuls. Cela sert seulement à combler le grand écart de chiffres initial entre les pays. Que pensez-vous des actions de la Russie ? Parviendront-ils à faire quelque chose de plus stupide bientôt, ou ces mouvements désespérés signalent-ils potentiellement que la guerre approche de sa fin ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et merci de nous avoir regardés.